Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je suis dans la voie de droite. Je suis bien placé pour tourner à gauche à l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très intéressante. Regarde le marquage au sol. La voie de gauche est délimitée par une ligne épaisse discontinue. Donc, la voie de gauche est une voie réservée. Tu sais, un peu comme les voies de bus. Sauf que là, regarde, sur cette voie de gauche, il a un marquage au sol qui montre une flèche qui tourne vers la gauche. Donc, c'est une voie réservée aux véhicules qui tournent à gauche. C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Alors, concrètement, c'est quoi une voie de stockage ? Comme tu le vois sur cette animation, cette voie de stockage sera réservée aux personnes qui veulent tourner à gauche. C'est là qu'on va stocker, donc voie de stockage, c'est là qu'on va stocker les véhicules qui veulent tourner à gauche à l'intersection afin de libérer la voie de droite pour aller tout droit. Donc, pour répondre à la question, je suis dans la voie de droite, est-ce que je suis bien placé pour tourner à gauche à l'intersection ? Non. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure du pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sur le flanc d'une roue, il y a plusieurs indices. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi une roue ? Ça a l'air d'être une question simple comme ça, mais je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, une roue, elle est constituée de deux choses. Tout d'abord, elle est constituée d'un pneu. Un pneu, c'est fait en caoutchouc. Donc ce pneu, il aura une hauteur qu'on va appeler le flanc et une largeur qui constituera sa bande de roulement. Donc la bande de roulement, c'est ce qui est en contact avec la route. Ce pneu, il va être solidifié par ce qu'on appelle une jante. La jante, c'est la structure du pneu. C'est ce qui donne la solidité au pneu. En général, c'est une jante métallique. Alors, il y a plusieurs indications sur le flanc d'un pneu qu'on appelle des indices alphanumériques. Alpha pour alphabet, numérique pour numéro. Donc des indices qui ont un code fait de lettres et de numéros. Alors, ici, regardez par exemple. Ici, on a par exemple la dimension du pneu. Ici, 215, ça veut dire que la largeur du pneu est de 215 mm. Un peu plus loin, on aura ce qu'on appelle l'indice de charge et de vitesse. Donc, 96, ce sera l'indice de charge. Ça indiquera en fait la masse que peut supporter cette roue. Attention, 96, c'est pas en kilos, c'est un indice. Et ensuite, juste après, une lettre qui va représenter son indice de vitesse, c'est-à-dire la vitesse que la roue peut supporter. Ensuite, très important aussi, vous voyez, on a ce qu'on appelle le dot. À la fin du dot, on a une série de 4 chiffres. Par exemple, ici, 35, 17. En fait, c'est la date de fabrication du pneu. Alors, comment on lit ça ? 35, ça veut dire 35e semaine.
et 17, l'année 2017. Alors, pourquoi c'est important? Alors, ce sera déjà pour toi important quand tu achèteras une roue. Savoir si ton prestataire ne t'a pas mis une vieille roue. En plus de ça, il faut que tu saches que une roue a une date de péremption. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 ans, la roue n'est plus viable. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'indicateur d'usure. En général, il est triangulaire, mais il peut être aussi noté TWI. Alors TWI pour Tread Wear Indicator. C'est en fait l'indicateur du témoin d'usure. Donc ici, est-ce que cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je souhaite dépasser ce camion. Pour avoir une meilleure visibilité, je me décale légèrement à gauche tout en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va voir ça directement sur une animation. Alors, là, vous voyez bien, on est sur notre voie, mais à droite. Et vous voyez bien, en fait, qu'on a un manque de visibilité sur ce qui se passe devant. On a en fait un champ visuel qui est réduit, notamment par la présence du camion. Si on se décale un tout petit peu à gauche, sans bien sûr empiéter sur l'autre voie, on reste sur sa voie, eh ben, ça va améliorer notre visibilité et on va pouvoir voir plus loin. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler légèrement à gauche, avoir une bonne visibilité pour pouvoir dépasser ce camion. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Je m'engage dans un sens giratoire. Je passe avant le véhicule gris à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, on doit laisser la priorité aux véhicules venant de gauche et qui se situent à cet endroit du sens giratoire. Une fois qu'il n'y a plus personne à cet endroit, vous pouvez alors vous engager. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. Je roule à 100 km/h. La distance d'arrêt est de réponse A, 100 mètres. Réponse B, 60 mètres. Alors, tu dois savoir une chose. Pour passer l'examen du code de la route, tu dois savoir calculer différents types de distances. Tu as la distance de sécurité, la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance d'arrêt sur sol mouillé et la distance de freinage. Donc, il faut absolument que tu saches les calculer, mais également qu'il y a certaines de ces distances que tu dois savoir estimer. Bon, on en revient à la question. Je roule à 100 km/h, quelle est la distance d'arrêt? Pour calculer la distance d'arrêt, c'est très simple. Tu prends le nombre des dizaines, ici 10, et tu le multiplies par lui-même. Donc 10 fois 10, 100.
la distance d'arrêt à 100 km/h est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Le véhicule à droite sort d'une voie privée. Réponse A. Ce véhicule est prioritaire. Il bénéficie de la priorité à droite. Réponse B. Ce véhicule n'est pas prioritaire. Il doit céder la priorité aux véhicules sur la route. Alors, ici, on a un véhicule qui sort d'une voie privée. Donc, il n'a pas la priorité à droite. Parce qu'il sort d'une voie privée. Il n'est pas sur la route. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Cet appareil est réponse A, un éthylotest. Réponse B, un éthylomètre. Un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce que tu vois sur la photo, c'est ce qu'on appelle un éthylomètre. À ne pas confondre avec des éthylotests, qu'ils soient chimiques ou électroniques. Alors, c'est quoi la différence entre un éthylotest et un éthylomètre ? L'éthylomètre, d'accord, déjà, il n'y a que les forces de l'ordre qui le détiennent. Tu pourras jamais acheter un éthylomètre, toi, tout seul, dans ton coin. C'est pas possible. Également, cet éthylomètre permet de mesurer l'alcoolémie. Alors qu'un éthylotest, qu'il soit chimique ou même électronique, ne permet pas de mesurer de manière exacte. Il permet de dépister l'alcoolémie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand la police fait des contrôles d'alcoolémie, ils commencent déjà par un éthylotest, qu'il soit chimique ou électronique, et ensuite, si le test est positif, qu'est-ce qu'ils font ? Ils te font passer à l'éthylomètre. Pourquoi ? Parce que l'éthylomètre, c'est un appareil légal, qui s'est utilisé pour des procédures légales auxquelles il y a une procédure judiciaire. Et cet appareil, il est contrôlé lui-même. Cet appareil est lui-même contrôlé de manière régulière. Il a un carnet métrologique. D'ailleurs, tu peux voir sur cet appareil qui a marqué « Vérifié le 13 septembre 2016 ». Voilà. Et validité le 12 septembre 2017. Il a une validité d'1 an. Donc, ici, pour répondre à la question, cet appareil est un éthylomètre. Et un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie ? Non, il ne permet pas de mesurer l'alcoolémie. L'éthylotest permet de dépister l'alcoolémie. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 8. Je peux rouler avec ce véhicule ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que la plaque d'immatriculation doit être visible. Dans ce cas-là, la plaque, elle n'est pas visible. Donc, tu peux être sanctionné pour carte d'immatriculation illisible. Ça, c'est une amende, c'est une contravention de 4e classe et une amende de 135 € sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Dans cette situation, réponse A, je patiente, puis je passe. Réponse B, je passe immédiatement.
Alors ici, tu vois, il y a deux choses à voir. La première, à droite, on a une personne qui sort de son stationnement, portière ouverte. Donc, sur la chaussée. À notre gauche, on a un véhicule qui vient en sens inverse. Ici, il va d'abord falloir laisser passer le véhicule qui vient en sens inverse. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, c'est nous qui avons l'obstacle. L'obstacle est sur notre chaussée, notre voie de circulation. Et aussi parce que il va falloir laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre entre nous et le piéton. Donc ici, on laisse passer le véhicule, puis on dépasse le véhicule stationné en laissant un intervalle de sécurité d'1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Regarder dans les rétroviseurs suffit pour changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on va juste jeter un petit coup d'œil sur la vidéo. Donc regardez bien là. Que ce soit sur le rétro intérieur ou extérieur, on n'observe aucune voiture à l'horizon. Ni derrière avec les rétros, ni devant. Alors, est-ce que ça suffit pour changer de voie de regarder par les rétroviseurs ? Souvenez-vous, on a ce qu'on appelle les angles morts. Donc ici, là, dans la petite animation, vous voyez très bien qu'on a un angle mort dans lequel peut se trouver une voiture. Donc, ça ne suffit pas de regarder dans les rétroviseurs, il faut tourner sa tête pour regarder ce qu'il y a dans l'angle mort. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. Le véhicule doit marquer l'arrêt au stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici on est dans une intersection, on voit en face de nous donc un véhicule qui a passé le stop, et à sa droite, un policier avec les bras écartés de profil. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là le policier il est en train de réguler la circulation dans cette intersection. Lorsque c'est un agent de police qui régule la circulation, alors il remplace la signalisation. C'est-à-dire qu'il remplace les feux et les marquages au sol. Donc, il faut savoir que les agents de police, lorsqu'ils régulent la circulation, ils utilisent des signes. Alors, ils utilisent plusieurs signes, mais ils en utilisent deux plus particulièrement. Alors, c'est les bras écartés vus de face et de dos, qui signifient l'arrêt obligatoire, et les bras écartés vus de profil, qui signifie une autorisation de passer. Comme c'est le cas ici, dans cette situation. Donc, ici, le véhicule ne doit pas marquer l'arrêt au stop car le policier lui fait signe de passer. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup, sans te ruiner et sans risque,
rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 12. Pour protéger la victime, il faut réponse A. Poser un triangle de présignalisation. Réponse B. Déplacer la victime sur le trottoir. Alors, n'oubliez pas, lorsque vous êtes témoin ou protagoniste d'un accident, il y a une procédure à suivre qu'on appelle le pas et qui nous dit comment intervenir. Alors ici, on est dans la protection d'une victime. Donc, comment protéger une victime? C'est très simple. Mettre un triangle de présignalisation 30 mètres avant la victime. Et s'il y a un véhicule, mettre le véhicule en feu de détresse pour prévenir les autres usagers. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. Le bus tourne sur ma rue. Il risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à un poids lourd. De par leur grande dimension, ils ont un rayon de braquage bien plus grand que celui d'une voiture. Donc, effectivement, ils risquent d'empiéter sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Je conduis un véhicule automatique. Pour quitter le véhicule, je place le sélectionneur sur... Réponse A, S. Réponse B, D. Réponse C, P. Réponse D, N. Quand tu conduis une automatique, le boîtier de vitesse est différent. Donc, on a un boîtier de vitesse qui ressemble à ça. Donc, la lettre S, ça c'est pour la boîte séquentielle. La lettre D, c'est pour drive, c'est lorsque tu conduis. La lettre N, c'est pour neutral, ça c'est le point mort. La lettre R, c'est pour reverse, ça c'est la marche arrière. Et enfin, la lettre P, c'est pour le stationnement. Donc ici, si je quitte mon véhicule, c'est que le véhicule est stationné. Je mets le sélectionnaire sur la lettre P. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 15. Partant d'intempéries, je circule. Réponse A, en feu de position seule. Réponse B, en feu de croisement. Afin d'être vu par les autres automobilistes, en temps d'intempérie, je circule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 16. Je peux utiliser mon téléphone comme GPS. Oui, réponse A, non, réponse B. Ici, mon téléphone est bien installé. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, oui, bien sûr, tu peux utiliser ton téléphone comme GPS à condition de l'avoir réglé avant, avant ton départ. Donc, tu n'as pas le droit de toucher ton téléphone pendant que tu conduis. Hein. Ici, est-ce que mon téléphone est bien installé ? Bah non. Là, clairement, tu le poses juste au-dessus du volant, juste devant ton tableau de bord. Tu n'as même pas accès aux informations de ton tableau de bord. En plus, ton téléphone, là, il peut tomber à tout moment. Donc, il est très mal installé. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 17. J'ai la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on arrive dans un carrefour à sens giratoire. Et comment on sait qu'on est dans un carrefour à sens giratoire et pas un rond-point ? Bah, c'est tout simplement parce que le marquage au sol montre un céder le passage. Et il montre un céder le passage au véhicule venant de gauche. Donc ici, je n'ai pas la priorité. Est-ce que je m'engage dans le carrefour à sens giratoire ? Donc, rappelez-vous de ce qu'on a vu dans la formation. Quand on s'engage dans un sens giratoire, il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait aucune voiture dans cette zone à gauche. S'il y a des voitures dans cette zone à gauche, je ne m'engage pas. Ici, on voit qu'il y a des voitures dans cette zone, donc je ne m'engage pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 18. Ce tableau de bord montre un véhicule. Réponse A, dont le réservoir est vide. Réponse B, équipé de l'ESP. Réponse C, équipé de l'ABS. Alors, déjà, première chose, on peut voir que le tableau de bord montre un véhicule dont le réservoir est plein, comme tu peux le voir. Quasiment plein, en tout cas. Le tableau de bord montre aussi que ce véhicule est équipé de l'ABS et qu'il est équipé de l'ESP. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 19. Je dois faire une pause toutes les 2 heures de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, comme le montre ici le document de cours, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur l'autoroute. Donc, le repos est nécessaire. Donc, le mieux étant de faire une pause toutes les 2 heures et faire une micro-sieste d'environ 20 à 30 minutes. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Entre le début d'un indice, ici le feu orange, et le début du freinage, il s'écoule. Réponse A, 1 seconde. Réponse B, 2 secondes. Réponse C, 3 secondes. Alors, cette question, elle est super importante car elle est très souvent posée lors des examens officiels du code de la route. Alors, tendez bien l'oreille parce que c'est important.
Cette question, elle va introduire une notion très importante qui est celle du temps de réaction. Alors déjà, c'est quoi le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il va me falloir entre le moment où je perçois avec mes yeux un danger, par exemple ici le feu orange, et le moment où je vais agir, par exemple ici freiner. Ce temps de réaction est de 1 seconde pour une personne normale, c'est-à-dire dans des conditions normales. Qu'est-ce qui va se passer exactement durant ce temps de réaction ? Comme on l'a dit, tout d'abord, on va percevoir le danger. Ensuite, on va analyser le danger. Ensuite, on va prendre une décision. Et enfin, on va agir. Par exemple ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. P-A-D-A. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. De plus, bon à savoir, durant ce temps de réaction, on va parcourir une certaine distance, qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Je circule sur une route A. Nationale, B. Départementale, C. Métropolitaine. Alors encore une fois, ça c'est des questions purement de cours. Au-dessus des panneaux de direction, vous avez des cartouches. Donc vous avez par exemple des cartouches qui ont des lettres et des couleurs différentes. Par exemple, ici, vous voyez A10, ça c'est pour le réseau autoroutier. N137 c'est pour les routes nationales et D191 c'est pour les routes départementales. Alors nous ici, au-dessus du panneau donc de direction, on a le M. M, ça veut dire route métropolitaine. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Question numéro 22. La conductrice a posé un triangle de présignalisation après une immobilisation de son véhicule. Elle a respecté la procédure réglementaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a un usager qui a une voiture immobilisée. Alors ça peut être pour une panne ou un accident, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la voiture est immobilisée. Est-ce qu'elle a respecté la procédure réglementaire ? Alors, ici on voit qu'elle a posé son triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Ce qui est une bonne chose. Cependant, c'est pas assez. Il y a 2 choses qu'elle a oublié de faire. La première chose, c'est de mettre ses feux de détresse. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire lorsque ta voiture est immobilisée sur la route. Alors, tu vas me dire, oui, mais vu qu'on ne sait pas si elle est en panne ou qu'elle a eu un accident, peut-être que sa batterie ne fonctionne plus et qu'elle ne peut pas mettre ses feux de détresse. Là, je te donne un point. T'as raison, c'est possible qu'elle puisse pas allumer ses feux de détresse. D'accord, je suis d'accord. Mais par contre, il y a un autre truc qu'elle a oublié de faire, qui est indépendant du véhicule ou de l'état du véhicule. Alors c'est quoi qu'elle a oublié de faire ? Elle a oublié de porter son gilet haute visibilité, qui est obligatoire
en cas d'immobilisation du véhicule lorsqu'on sort. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est 1. Mettre les feux de détresse, quand on le peut. 2. Mettre son gilet haute visibilité. 3. Aller chercher son triangle et le poser 30 mètres en amont du véhicule. Donc ici, elle n'a pas respecté la procédure réglementaire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Lorsque je m'installe, je règle d'abord A. Le siège. B. Le volant. C. Les rétroviseurs. Alors là, encore une fois, c'est une question de cours très simple que vous pouvez retrouver dans la formation. On en a souvent parlé, hein, que ce soit dans la formation ou même dans les vidéos YouTube. Donc, lorsqu'on s'installe à bord de son véhicule, la première des choses à faire, c'est de régler le siège. Dans un deuxième temps, on réglera le volant. Puis, à la fin de l'installation, on réglera les rétroviseurs. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. J'ai commis plusieurs infractions simultanément. Je peux perdre jusqu'à réponse A, 4 points. Réponse B, 6 points. Réponse C, 8 points. Alors, il faut que vous sachiez que si vous vous faites contrôler par la police et que vous avez mis plusieurs infractions, ils ne peuvent pas vous retirer plus de 8 points simultanément. Donc, même si vous avez commis 10 infractions et que vous deviez perdre 12 points, eh ben, ils peuvent pas vous enlever plus que 8 points. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Question numéro 25. Sur cette route, je peux circuler à réponse A, 50 km/h. Réponse B, 70 km/h. Réponse C, 80 km/h. Alors, je pense que vous le savez déjà, lorsque on a un panneau d'entrée d'agglomération, ce panneau inclut 2 autres panneaux que vous ne voyez pas. D'accord? Mais c'est inclus dedans. Donc, un panneau d'entrée d'agglomération signifie également que le klaxon est interdit sauf danger imminent et que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Alors, le petit souci qu'on a, c'est que juste après ce panneau, on a un panneau de limitation de vitesse à 70 km/h. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné qu'on rentre dans l'agglomération, donc la règle générale, c'est que la vitesse est limitée à 50 km/h. Cependant, il peut y avoir des exceptions à l'intérieur de l'agglomération, si c'est indiqué, soit par une signalisation verticale comme ici, ou soit aussi par une signalisation horizontale. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, après le panneau de limitation de vitesse, je pourrais rouler à 70 km/h ou même à 50 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 26. Je peux prendre la voie de droite pour aller à Toulouse
Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Castres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, deux choses ici. Si tu regardes bien le marquage au sol, tu as devant toi une ligne de dissuasion. Donc, une ligne de dissuasion te dissuade de la franchir. Sauf à deux conditions. Pour dépasser un véhicule lent et pour te rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Ce sont les deux seules conditions pour franchir cette ligne. Alors, regarde ici. En plus de ça, en haut à droite, sur le rétroviseur, tu vois que on a un camion qui est sur la voie de droite. Donc, ici, pour aller à Toulouse, est-ce que je peux prendre la voie de droite? Non, je ne peux pas prendre la voie de droite car ligne de dissuasion plus une voiture, un camion sur cette voie. Est-ce que je peux aller à Castres? Sûrement pas. C'est une ligne de dissuasion, donc on ne la franchit pas pour aller à Castres. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 27. La signalisation indique A. Un virage dangereux. B. Un obstacle dangereux. C. Une intersection. Alors, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans l'information. Donc ici, en fait, c'est une question assez simple. Si vous vous trompez à cette question, c'est que vous ne connaissez pas vos panneaux, vos balises. Donc ici, on a le petit poteau bleu avec des bandes blanches. Donc ça, c'est une balise qui indique un obstacle. Ensuite, un peu plus loin, on a une autre balise blanche avec une tranche rouge. Cette balise-là, elle indique une intersection. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 28. Plus la vitesse augmente, plus le temps de réaction augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 70 km/h, la distance parcourue durant le temps de réaction est de réponse C, 21 mètres. Réponse D, 49 mètres. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il te faudra pour d'abord percevoir un danger, analyser un danger, décider d'une action, puis agir. C'est ce qu'on appelle le PADA. Durant toutes ces étapes, il se passera un temps de 1 seconde. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Et ce temps de réaction est le même pour tous. Il ne dépend donc pas de la vitesse. Alors, la deuxième question, c'est à 70 km/h, la distance parcourue est-elle de 21 mètres ou de 49 mètres? Pour calculer la distance parcourue durant le temps de réaction, on multiplie le nombre des dizaines par 3. Ici, ça fera 7 fois 3, ce qui nous donne 21. Donc la distance parcourue durant le temps de réaction est de 21 mètres.
Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 29. Réduire sa vitesse de 10 km/h permet de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ça c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises, hein, que ce soit sur les vidéos YouTube ou la formation. Alors je vous mets un document de formation qui vous montre en fait les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc parmi ces 10 conseils, il y a effectivement le conseil numéro 5 qui est de celui de rouler moins vite. Et plus particulièrement d'abaisser quand on peut le faire sa vitesse de 10 km/h en dessous de la vitesse maximale autorisée, afin de réduire les émissions de CO2. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Je désactive l'airbag du passager avant. A. Pour un enfant de plus de 10 ans. B. Pour un siège bébé dos à la route. Alors, pour information, les enfants de plus de 10 ans ont le droit de se positionner à l'avant et il n'y a pas besoin de désactiver l'airbag, bien au contraire, pour eux. Alors, par contre, pour les sièges bébés dos à la route, on doit obligatoirement désactiver l'airbag. En général, la désactivation de l'airbag se fait sur le côté du tableau de bord ou alors parfois dans la boîte à gants. Vous avez juste qu'à rentrer votre clé et tourner pour désactiver. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Rouler avec une voiture hybride permet de diminuer les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Participe à l'éco-conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, rouler avec une voiture hybride, effectivement, va diminuer les émissions polluantes, les gaz à effet de serre notamment.
Est-ce que ça participe à l'éco-conduite? Eh ben non. Regardez, ici, je vous ai mis le document que vous retrouverez donc dans la formation. C'est quoi l'éco-conduite? L'éco-conduite, c'est la mise en pratique de pratiques qui permettent justement de diminuer l'impact environnemental de la conduite. Ça va être par exemple, alléger le véhicule, préparer l'itinéraire, vérifier la pression, rouler moins vite, limiter la climatisation, etc. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 32. Ce véhicule est stationné sur une intersection. Il est en infraction. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il faut que tu saches qu'il est strictement interdit de se garer devant une intersection. C'est ce qu'on appelle un stationnement dangereux. Donc ça, c'est une infraction qui est sanctionnée par une amende de 135 € et 3 points sur le permis de conduire. C'est la plus haute infraction de stationnement que tu puisses faire. Donc ici, ce véhicule est stationné sur une intersection, il est en infraction. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. Je peux utiliser A, mes feux de route, B, mes feux de croisement. Alors, ici, on roule de nuit dans une chaussée éclairée, hors agglomération. Donc, j'utilise mes feux de croisement. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. La bonne réponse est la réponse B. Encore une fois, ce type de question, c'est vraiment du cours. Donc, si vous vous êtes trompé, il faut absolument que vous révisiez votre cours. On a mis en place une formation pour vous. Donc, formez-vous. Formez-vous parce que ce type de question revient très souvent dans les nouveaux examens du code de la route. Surtout qu'on a mis en place donc une plateforme pédagogique, donc une formation qui vous permet de vous aider à passer le code. Il y en a pour tous les budgets. Ça commence à 9,90 €. Donc, regardez ce que va vous coûter le fait de rater le code. Il me semble que c'est 30 € à chaque fois que vous passez l'examen. Et le fait d'être formé. Je veux dire, il n'y a pas photo. En plus, vous allez avoir toutes les fiches pédagogiques, toutes les vidéos, tous les examens blancs issus de la nouvelle réforme. Donc, n'hésitez pas à aller dans la formation en lien dans la description si vous voulez être tranquille et passer le code tranquillement. Question numéro 34. Après la signalisation, A, je maintiens mon allure. B, je ralentis. La signalisation indique C, un débouché de vélo venant de gauche ou de la droite. D, une piste cyclable. Alors, plusieurs choses. Déjà, la signalisation. Alors, on a un premier panneau qui est un panneau de priorité. Donc, ce panneau
vous indique que vous avez la priorité ponctuelle, donc à la prochaine intersection. Et juste en dessous, un panneau de danger qui indique un débouché de vélo venant de la gauche ou de la droite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles de préséance. Lorsqu'un panneau est situé en dessous d'un autre panneau, cela veut dire qu'il dépend de ce panneau. Clairement, ici, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le débouché de vélo viendra aux abords de la prochaine intersection. Alors, ce panneau signifie également qu'il y aura donc un débouché de vélo et donc qu'il y aura soit une piste cyclable, soit une bande cyclable. Alors là, étant donné qu'on aura une intersection, même si on a la priorité, on aura affaire à un débouché de vélo. Donc, je dois ralentir. La bonne réponse est donc la réponse B. Ensuite, la signalisation indique. Donc, on a le choix entre un débouché de vélo venant de gauche ou de droite, ou alors une piste cyclable. Alors, ce panneau, qu'il faut connaître, indique un débouché de vélo venant de gauche ou de droite. Il indique donc aussi une piste cyclable ou une bande cyclable. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Donc la bonne réponse, ce sera la réponse C. Question numéro 35. La circulation des voitures est une source de pollution. Réponse A, sonore. Réponse B, atmosphérique. Réponse C, marine. Bon, là, c'est vraiment une question très très simple, mais bon, il y a des questions très très simples dans le test officiel du code de la route. Parfois, c'est assez surprenant. Donc, effectivement, ici, la circulation des voitures est une source de pollution sonore, réponse A, et atmosphérique, réponse B. Question numéro 36. Le contrôle anti-pollution se fait lors du contrôle technique, oui, réponse A, non, réponse B. Lors d'un contrôle de police. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, le contrôle anti-pollution se fait lors d'un contrôle technique. Cependant, il peut aussi se faire lors d'un contrôle de police via la brigade anti-pollution. Ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 37. Dans cette aire de repos se trouvera réponse A, un débit de boissons, réponse B, un hôtel, réponse C, un restaurant, réponse D, un camping pour caravane. Alors, comme le montre la signalisation, dans cette aire de repos, on trouvera quoi ? On trouvera un débit de boisson, on trouvera un hôtel, on trouvera un restaurant. Par contre, aucun panneau de service concernant un camping pour caravane. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 38. Ce panneau interdit l'accès aux poids lourds, oui réponse A, non réponse B, aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Oui réponse C, non réponse D.
Alors, c'est quoi la signification exacte de ce panneau ? Ce panneau est un panneau d'interdiction qui interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises. Que leur PTAC soit supérieur à 3,5 tonnes ou inférieur à 3,5 tonnes. Si tu ne sais pas ce que c'est que le PTAC, c'est-à-dire le poids total à charge, je t'incite fortement à aller te former dans la formation car tu devrais le savoir. Est-ce que ce panneau interdit l'accès aux poids lourds ? Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que automatiquement, un poids lourd, c'est un véhicule de transport de marchandises. Sinon, ce serait pas un poids lourd. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Le manque de sommeil peut provoquer des accidents. Oui, réponse A, non, réponse B.
Bien sûr, question facile, le manque de sommeil va diminuer votre vigilance et donc va être à l'origine d'ailleurs de nombreux accidents. Donc la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 40. Pour un permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de A. 80 km/h, B. 90 km/h. Alors, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, lorsqu'on regarde le tableau des vitesses autorisées selon les routes et selon le temps, on voit que ici, un probatoire a une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, alors qu'une personne qui n'est pas en probatoire a une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.